Si je te parle d'une femme qui est devenue reine d'Écosse à l'âge de 6 jours, oui, j'ai bien dit 6 jours, reine de France à l'âge de 17 ans, veuve à 18 ans, emprisonnée à 25 ans, puis décapitée à 44 ans, non. Je ne te parle pas d'une histoire farfelue à la Game of Thrones que j'ai inventée pour rédiger mon interro d'histoire que j'ai pas révisé. Je te parle bien d'une succession de faits historiques tout à fait incroyables qui ont marqué à jamais la royauté d'Écosse et d'Angleterre. Une reine bien connue sous le nom de Marie Ier du nom, a.k.a. Marie Stuart, fille de Jacques V et de Marie de Guise, mais également, un point à ne pas négliger, petite fille du roi d'Angleterre, Henri VII. Elle est surtout connue parce que sa vie a été parsemée d'embûches tout aussi originales que tragiques et dangereuses. Elle a bravé la mort plusieurs fois jusqu'à ce que malheureusement celle-ci ne la rattrape. Le déroulement de sa vie aurait pu être tout autre car elle aurait pu à elle seule réunifier 3 pays et donc 3 couronnes, l'Écosse, l'Angleterre puis la France. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire tragique de Marie Stuart, a.k.a. Marie Ier d'Écosse, la reine maudite. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et on est parti. Marie naît entre le 7 et le 8 décembre 1542 de l'union de son père Jacques V, actuellement le roi d'Écosse, et Marie de Guise, au château de Linlithgow, dans le West Lothian. Une semaine plus tard, son père, Jacques V, meurt atteint du choléra, et Marie Stuart devient donc la reine d'Écosse, malgré elle, à l'âge de seulement 6 jours. Ça commence bien, on sent bien le bourbier arriver. Surtout quand on sait ce que pense le roi actuel d'Angleterre, Henri VII. Il voudrait s'emparer du trône d'Écosse, mais sans passer par la force comme l'a fait ses prédécesseurs. Il aimerait parvenir à ses fins par la voie politique, c'est-à-dire un mariage entre Marie, qui n'a toujours que 6 jours, et son fils. Pour mettre la pression sur la décision de l'Écosse par rapport à sa proposition, il fait jouer de sa dernière bataille gagnée contre l'Écosse, la bataille de Solway Moss. Une bataille causée par le refus du roi défunt Jacques V de s'allier à Henri VII contre le catholicisme et pour justement arborer fièrement avec lui l'anglicanisme. C'est une dérive du catholicisme provenant justement de la rupture du roi Henri VII avec l'église catholique. En effet, plusieurs nobles écossais étaient pris en otage et emprisonnés en Angleterre par le roi et ils étaient contraints de considérer la proposition du roi Henri VII et du coup de convaincre la couronne d'Écosse. Cela aboutit au traité de Greenwich, qui est signé le 1er juillet 1543, qui formalise les fiançailles entre Marie Stuart et le fils d'Henri VII, Édouard, en échange des otages écossais qui sont emprisonnés en Angleterre. Mais, comme toujours à cette époque, un traité est toujours compliqué à tenir. Et surtout, on aime beaucoup les rompre. David Beaton, l'actuel cardinal et chef du parti catholique, est un fervent catholique, ce qui est totalement logique. Et, bien évidemment, hostile au roi Henri VII, qui a rejeté l'Église catholique pour adopter sa propre voie catholique, entre guillemets, l'anglicanisme. Pour couronner le tout, David est très proche de la couronne française, étant donné qu'il y a fait ses études et a fait ses premiers pas auprès de la cour de François Ier. Et évidemment, à cette époque, la France est totalement catholique. Il voit donc en la France une opportunité de renforcer le catholicisme en Europe et ainsi faire un gros bloc d'opposition à l'anglicanisme d'Henri VII. Logiquement, Marie finit donc par être baptisée par le cardinal David Beaton, ce qui marque donc le début d'un long conflit de religion entre l'Angleterre et l'Écosse. Face à cela, Henri VII engage l'Angleterre dans une succession de batailles avec l'Écosse, surnommée le Rough Wooing, dans le but de faire conclure le contrat par lui-même. Donc marier toujours son fils, Édouard, il doit en avoir bien marre de son père, et Marie Stuart, qui continue à jouer à la dinette. La tension s'accroît lorsque Henri décide d'envoyer des navires vers l'Écosse. En effet, cela met en péril le contrat qui stipulait clairement que le mariage devait se faire par
une union politique et non par des successions de batailles. En réponse, le Parlement écossais renforce son alliance avec la France et confirme le cardinal comme grand chancelier. Des nobles écossais, auparavant alliés à Henri, se rallient à la couronne d'Écosse pour défendre le catholicisme. Les tensions internes en Écosse se sont intensifiées lorsqu'en 1544, Lennox et Glencairn, encouragés par Henri VII, ont pris les armes pour attaquer la couronne d'Écosse, mais ils ont été défaits. Pour foutre encore plus la merde, George Douglas, un militaire écossais, a tenté de manipuler la situation politique en Écosse en sa faveur, en essayant de destituer l'actuel régent, parce que je vous ai pas dit, mais Marie a évidemment un régent qui s'appelle Aran, donc il essaye de destituer Aran de sa position en faisant jouer un petit peu sur le traité, qui était déjà au départ complètement caduque, mais bon, qui stipulait que, vu que le cardinal Beaton s'est associé à la couronne et donc à Aran, le contrat était caduque puisque se marier avec Édouard signifiait rejoindre l'anglicanisme. Donc, le traité, pour eux, n'était pas du tout respecté. Alors, non seulement cette pirouette a fonctionné, mais en plus, Marie de Guise, donc la mère de Mary Stuart, a de moins en moins confiance en David Beaton, et donc laisse tomber petit à petit cardinal. Dans ce contexte extraordinairement chaotique, la reine-mère, donc Marie de Guise, s'est allié avec le comte d'Angus, nommé lieutenant général auprès du Forth, dans le sud, renforçant ainsi sa position politique. Cette alliance a conduit, en février 1547, à la reprise de la plupart des territoires qui ont été perdus lors des batailles internes. La situation s'enlise jusqu'au 7 juillet 1548, où des envoyés français et écossais signent un traité permettant le mariage de Mary Stuart, toujours, avec, cette fois-ci, le dauphin de France, en plaçant l'Écosse sous la protection du roi actuel de France. C'est probablement la période de la vie de Marie qui a été la plus calme, la plus sympathique et qu'elle n'oubliera jamais dans sa tombe. La France, douce France, qu'elle rejoint en 1548. En arrivant à Saint-Germain, la jeune fiancée, qui n'a même pas à cette époque 6 ans, se retrouve près de Catherine de Médicis, qui fréquentera du coup Mary Stuart. Mary Stuart bénéficie à cette époque d'une éducation riche et variée, reflétant son statut de membre de la royauté. Ses études couvrent la géographie, la littérature, l'histoire et plusieurs langues, dont l'espagnol, l'anglais et l'italien. En plus de ces langues maternelles, le scots et le français. Ouais, c'est comme ça qu'on appelait à l'époque l'anglais écossais. C'est stylé, moi je trouve personnellement, non? Elle démontre également sa maîtrise du latin lors d'un discours devant la cour française, plaidant pour l'importance de l'éducation des femmes de haut rang à l'époque. Madame est en avance avec son temps, n'est-ce pas? En plus, ses études académiques, bon, faut imaginer quand même que Marie va pas s'amuser à potasser que des livres, hein. Il y a des trucs plus kiffants à faire que ça à l'époque. Notamment la fauconnerie, ce que je trouve vraiment extrêmement stylé, c'est le dressage de faucons, ça pète de ouf. L'équitation, la broderie et la musique. Effectivement, elle jouait beaucoup d'instruments et en plus elle chantait bien. Le 24 avril 1558, Marie épouse le dauphin François et apparemment, elle en était réellement amoureuse. Et en 1959, Henri II, le roi actuel de France, meurt. Ce qui conduit logiquement au couronnement de Mary Stuart, désormais reine de France. Marie descend vite de son nuage le 16 novembre 1560, après une chasse vers Orléans. François, son mari, prend froid et se plaint de douleurs à la tête. La maladie de François, localisée dans l'oreille gauche, commence à s'étendre au cerveau et lui cause de fréquentes crises de folie. Il finit par en mourir le 5 décembre 1560. Marie repart tristement pour l'Écosse avec la volonté d'asseoir son pouvoir. Pendant ce temps-là, en Angleterre, c'est toujours le bordel. Après la mort d'Henri VII en 1547, son successeur Édouard VI d'Angleterre meurt en 1553. C'est alors sa demi-sœur Marie Tudor, fille de la princesse espagnole Catherine d'Aragon, qui lui succède. Jusqu'ici, ça se passe tranquille. Pour la suite, faut suivre un petit peu, c'est un peu technique. Marie Tudor décède le 17 novembre 1558. La logique voudrait qu'à ce moment précis, l'absence d'enfants et de fratrie directe à la couronne, on aille voir
du côté des neveux et des nièces. Et de ce point de vue-là, on a Marie Stuart qui est tout à fait désignée, puisqu'elle est la descendante directe de la couronne, étant donné qu'elle est la fille de la sœur aînée d'Henri VIII, Marguerite Tudor. Par ailleurs, pour les catholiques, Marie Tudor est la dernière héritière légitime d'Henri VIII. Souvenez-vous, Henri VII n'avait pas à la bonne la religion catholique, puisque c'est cette même religion qui a refusé son divorce entre lui-même et Catherine d'Aragon. Vu que le pape ne l'a jamais reconnu, pour les catholiques, c'est normal de se dire qu'ils sont toujours mariés. Et que son remariage, qui a été forcé avec Anne Boleyn, mère de la princesse Élisabeth, est considéré comme caduque et donc illégitime. Donc Élisabeth n'est pas considérée comme l'héritière directe de la couronne anglaise, selon les catholiques. Seul problème, c'est que si Marie rejoint la couronne d'Angleterre, l'influence de la France et de l'Écosse serait beaucoup trop grande et serait donc une menace non seulement pour l'anglicanisme, etc. qu'on a vu précédemment, mais surtout envers l'Espagne qui elle-même avait des ambitions d'empire. Chose que comprend très vite le pape actuel, qui refuse les avances de la France concernant ce scénario. Ce qui mène finalement à l'ascension d'Élisabeth, à contre-cœur, sur le trône, qui devient donc Élisabeth Ier. Autant vous dire que Marie Stuart est totalement sur les rotules et a hâte de rappliquer pour dire deux mots à sa magnifique cousine. Dès son arrivée, Élisabeth lui propose d'épouser un certain Robert Dudley. Elle craint que ce soit une manigance de sa part pour mieux l'espionner. Et elle finit plutôt par se marier à Lord Darnley le 29 juillet 1565. Cette union donnera un fils, Jacques, qui deviendra lui-même plus tard roi d'Écosse avant de monter sur le trône de l'Angleterre, unifiant ainsi les deux pays. Et cette union va surtout foutre le bordel, de nouveau, dans le pays puisque Darnley est un catholique, ce qui provoque une révolte du camp protestant. Malheureusement, les beaux jours de mariage se terminent assez rapidement, puisque Darnley devient de plus en plus arrogant et exige de la part de Marie Stuart les pouvoirs que lui confère le titre de roi consort. Et en plus, il est jaloux de ouf de l'amitié de sa femme envers David Rizzio, son secrétaire. Le 9 mars, un groupe de conspirateurs, dont Darnley, assassine Rizzio pendant qu'il était en conférence avec la reine au palais de Holyrood. En plus, Darnley attaque Marie violemment une nuit, ce qui aboutit à une rupture de leur mariage. En juin 1566, Marie s'engage dans une liaison avec James Hepburn, qu'on va appeler comte de Bothwell. C'était comme ça qu'on l'appelait le plus souvent à l'époque. L'année d'après, Lord Darnley décède dans des circonstances un peu sombres, un peu obscures, à Edinburgh en 1567. Il était malade à l'époque et mourant d'ailleurs, mais les circonstances étaient un peu plus sombres que ça. Le principal suspecté n'est autre que Bothwell, et qui a eu la magnifique idée de se marier avec le comte de Bothwell. Je vous le donne en mille, Marie Stuart. Décidément, elle cherche vraiment la merde. Ce mariage scellera bel et bien son destin. Un groupe de nobles forme une ligue et bat les troupes de Bothwell à Carbery en juin 1567. Bothwell réussit à s'enfuir et à quitter le royaume. Par contre, ce n'est pas le cas de Marie qui a été arrêtée dans le château de Lochleven. Le 24 juillet, elle est bel et bien obligée d'abdiquer le trône d'Écosse en faveur de son fils, dont on a parlé tout à l'heure, qui deviendra, dès l'âge d'1 an, Jacques VI d'Écosse. Battante comme elle est, elle arrive à s'évader le 2 mai 1568 et de quitter l'Angleterre 10 jours après. Elle finit par être retrouvée et emprisonnée par les troupes Élisabeth à Carlisle, je crois que c'est comme ça que ça se dit, le 19 mai. Elle prononce alors cette phrase qui l'a rendue célèbre. « En ma fin, j'y mon commencement », qu'elle apparemment a brodé sur sa robe. Après quelques hésitations sur l'accusation du meurtre de Darnley, Élisabeth Ier ordonne une enquête plutôt qu'un procès. Marie est donc détenue à Bolton d'octobre 1568 à janvier 1569, tandis qu'une commission d'enquête chargée d'évaluer les preuves de sa culpabilité siège à York. Au fur et à mesure que l'enquête avance, la commission découvre de plus en plus
de faits à charge de Marie, puisque beaucoup de complots vont être découverts visant à assassiner Élisabeth Ier. D'ailleurs, on ne sait même pas si les personnes impliquées avaient vraiment l'intention de renverser Élisabeth, ou si c'était plutôt des manigances de la part des détracteurs de Marie Stuart qui ont inventé ces lettres pour encore plus foutre le bordel. C'est une soupe, c'est une catastrophe ce qui est en train de se passer en ce moment. Marie Stuart devient une menace insupportable et beaucoup trop grande aux yeux d'Élisabeth Ier, ce qui fait qu'en 1586, un nouveau complot contre Élisabeth Ier est découvert. Et Élisabeth va l'utiliser contre Marie Stuart. C'est la conspiration de Babington, impliquant quelques nobles catholiques, mais organisée par la cour de Madrid en liaison avec la Ligue catholique de France, dont le chef durant la période des débuts de la 8e guerre de religion est le duc Henri de Guise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est un parent de Marie. Donc Élisabeth a utilisé cette conspiration pour inculper Marie, et elle utilise des lettres cryptées envoyées par Marie Stuart et qui ont été interceptées par les soldats d'Élisabeth. Parce que oui, effectivement, Marie Stuart était non seulement reine de France, reine d'Écosse, potentielle reine d'Angleterre, mais en plus spécialiste et experte de cryptographie. C'est un peu l'art de rédiger des messages cryptés, codés, qui sont très complexes. Ça nous demande beaucoup de notions de mathématiques, de logique, géométrique, arithmétique, etc. Et elle en était experte. Ça lui a permis de faire beaucoup de choses, et elle a utilisé malheureusement Élisabeth ses lettres contre elle. Marie est donc arrêtée le 11 août 1586, suite à l'interception de ses lettres, pour la condamner pour trahison. Son procès se tient en octobre, où elle est reconnue coupable et condamnée à mort par... Je vais pas dire le mot, on est sur YouTube. Et c'est ainsi que s'achève horriblement la vie de Marie Stuart, connue sous le nom de Reine Maudite, ou Reine de France, ou Reine d'Écosse, c'est un peu comme vous voulez. Ce qui est surtout très intéressant, c'est de voir la dimension incroyable de sa simple phrase « En ma fin, j'y mon commencement ». Il y a plusieurs interprétations liées à cette phrase que je trouve quand même assez fantastique et intéressant de partager avec vous. Bon, évidemment, elle était catholique, donc c'est vrai que il y a une vie après la mort, d'après le catholicisme. Donc, c'était évident qu'elle dise cette phrase. Mais c'était tellement une hargneuse, une combattante, elle a tellement bravé la vie plusieurs fois, elle a failli crever aussi plusieurs fois, avant de finalement rendre l'âme d'une manière assez horrible, qu'en fait, on y voit aussi une continuité dans la vie réelle, puisque elle était probablement certaine que ses actions allaient mener à quelque chose de grand. Ce qui est pas faux, puisque son fils, Jacques, va finir par devenir roi d'Écosse et roi d'Angleterre, et donc d'unifier les deux pays. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a tenté de le faire, parce que lorsqu'elle est arrivée en Écosse, elle a un peu douillé avec Élisabeth, mais à un moment donné, elle a tenté une réconciliation en l'invitant dans ses appartements, et de discuter aussi d'un éventuel ralliement de la couronne d'Écosse. Et puis... voilà, elle avait ce combat acharné entre la France et aussi la réunification de l'Angleterre, qui peut prouver qu'elle a toujours voulu cette union, qui va lui être attribuée plus tard par son fils, donc une continuité après sa mort. Il y a aussi un autre élément intéressant qui est de faire perpétuer son histoire et son règne, puisque jusqu'à aujourd'hui, dans cette vidéo par exemple, on parle beaucoup de sa vie qui a été tumultueuse et qui continue à vivre après sa mort. Donc il y a aussi une continuité historique de tout ce qu'elle a pu réaliser, et puis qui a eu un impact puissant, malgré qu'elle n'ait pas pu faire son chemin comme elle l'aurait voulu. Parce que je pense qu'elle aurait voulu quand même avoir un empire qui prédomine l'Angleterre. Et aussi, il y a un autre élément qui peut être intéressant, cette succession d'échecs qu'elle considérerait peut-être aussi comme cuisant et honteux, d'une forme ou d'une autre, mériterait une rédemption qu'elle trouvera peut-être après sa mort. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'aspects que je voulais vous partager par rapport à ça, parce que cette phrase n'est pas entrée dans l'oreille d'un sourd. J'aime bien un petit peu me renseigner là-dessus. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Que veut bien signifier cette phrase pour vous? Et à quoi est-ce que vous avez pensé quand vous avez entendu cette phrase qui peut être tirée de plein de trucs différents, hein, dans plein de séries, quoi. C'est incroyable. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis, c'était le Hub du Temps. Je vous dis à la prochaine.